Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 26 septembre et voici les titres de l'actualité. Les mytiliculteurs et pêcheurs toujours dans l'attente d'une aide financière. Une enveloppe de 18 000 € est bien prête, mais elle tarde à arriver jusqu'aux professionnels. Le président de la région des Pays de la Loire, Bruno Retailleau, dénonce une situation ubuesque. Explication dans ce journal. 550 chefs d'entreprise à mobilette contre la morosité. Ce week-end, c'était la Meule Bleue, 3e édition de cette course déjantée entre les Sables d'Olonne et Saint-Hilaire-de-Riez. Une édition où la bonne humeur était au rendez-vous et cela devrait durer encore quelques années puisque les organisateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Et puis en fin d'édition, retour également sur un autre événement qui avait lieu ce week-end en Vendée, les rencontres du patrimoine et de la création au logis de Chaligny. Plus d'une centaine de professionnels des métiers d'art, du livre et des jardins ont partagé leur savoir-faire avec les visiteurs. Les mytiliculteurs et pêcheurs verront-ils un jour la couleur des aides financières promises par le FEAMP, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche? C'est la question que se posent les professionnels du secteur, mais aussi le président de la région, Bruno Retailleau. En juin dernier, une enveloppe de 18 millions d'euros avait été débloquée pour venir en aide notamment aux mytiliculteurs ligériens en proie à de grosses difficultés, dues notamment à une surmortalité des moules. Mais aujourd'hui, cette aide tarde à venir, faute de moyens pour la mettre en œuvre. C'est ce que dénonce la région. Les explications de Pierre Dalicieux. Le FEAMP, le Fonds européen pour l'aquaculture marine et la pêche, a été signé il y a maintenant 3 mois. Un fonds d'environ 18 millions d'euros pour la région Pays de la Loire, destiné à venir en aide aux professionnels de la pêche et de la conchyliculture. Aujourd'hui, une centaine de dossiers a été déposé pour toucher ces aides. Mais du côté de l'État, aucune réponse. Le problème, il est qu'on a un fonds européen qui avait déjà 2 ans de retard. Il doit couvrir la période 2014-2020. Et au bout de 3 ans, ça va faire 3 ans, il n'y a pas 1 euro qui a été versé aux professionnels mytiliculteurs qui ont connu des très fortes mortalités sur les moules, notamment en Vendée et en Loire-Atlantique, et en même temps pour la pêche. Tout simplement parce que le niveau parisien de l'État ne répond plus. C'est comme si finalement la pêche, la mytiliculture comptaient pour rien. 18 millions d'euros toujours en attente. À l'annonce de ces fonds, beaucoup de professionnels ont fait des investissements. 30 millions d'euros en tout, dont la moitié quasiment devait être remboursée par ces aides. Aujourd'hui, beaucoup attendent que la situation se débloque. Si ça ne se débloque pas, ça veut dire que les entreprises concernées qui ont présenté des dossiers d'investissement doivent assumer la totalité de l'investissement par elles-mêmes, sachant les crises que l'on connaît par ailleurs. C'était le seul moyen d'aide, disons, structurelle qui nous était permis d'acquérir et qui permettait d'alléger effectivement les coûts structurels des entreprises. Donc c'est une pénalité de plus pour les entreprises dans un système qui a pourtant bien besoin d'argent frais pour survivre. Une réunion entre les pêcheurs et les conchyliculteurs de la région et l'État devrait être organisée d'ici une quinzaine de jours pour débloquer une situation qui, pour certains, si rien n'est fait, pourrait être catastrophique. Et on poursuit maintenant avec ce triste chiffre, 38. C'est le nombre de personnes ayant trouvé la mort sur les routes en Vendée depuis le début de l'année. Un chiffre en forte augmentation par rapport à l'an dernier, à la même période, puisque l'on déplorait 24 morts. À l'origine de ces accidents, avant tout, une vitesse excessive. Alors pour rappeler aux automobilistes les règles du code de la route, des opérations de sécurité routière sont menées dans notre département depuis plusieurs semaines. Vendredi dernier, c'est sur le secteur de Luçon que 15 gendarmes ont été déployés. Il faut vraiment voir que les contrôles, lorsqu'ils sont faits, ils ont surtout une visée pédagogique. On est là pour rappeler. Par exemple, si on a mis en place les radars double sens, depuis quelques mois en Vendée, on s'aperçoit que ces radars flashent 3 fois plus qu'avant. Il y a donc vraiment un net relâchement des comportements au volant. Et nous voulons rappeler à tous ceux qui circulent sur les routes de Vendée, aux Vendéens et aux autres départements voisins, qu'il faut respecter les règles pour leur sécurité. Chaque jour, en moyenne, nous en consommons à 148 litres. L'eau potable est un bien précieux qui, avant d'arriver dans notre robinet, a subi plusieurs traitements. Des étapes indispensables que le grand public connaît peu. Alors, pour pallier cette carence d'informations, l'usine d'eau potable de l'Angle-Guignard ouvrira ses portes au public ce dimanche. Une opération qui se déroule dans le cadre de la Semaine de l'eau proposée par Vendéo.
qu'est-ce qui se passe avant que l'eau arrive à mon robinet et qu'est-ce que je dois faire, quels sont les bons gestes, les meilleurs comportements aussi, pour que cette eau puisse arriver à mon robinet tout le temps, aussi bien le 25 décembre que le 15 août, aussi bien lorsqu'il pleut que lorsqu'il fait sec, lorsque des périodes sèches sont importantes. Il est important aussi pour moi, bien sûr, de bénéficier de l'eau à mon robinet tous les jours. Donc, quelle peut être ma contribution et quelle est l'action aussi des acteurs, donc les syndicats d'eau, que font ces collectivités pour satisfaire mon besoin. Et dans le cadre de cette semaine de l'eau, le film La soif du monde de Yann Arthus Bertrand sera diffusé jeudi 6 octobre à Chantonnay. Une collecte de produits dangereux est aussi organisée à la déchetterie vendredi 7, toujours à Chantonnay. Ils ont troqué leur costume cravate contre des pantalons pas de def et des chemises à fleurs. 550 entrepreneurs ont participé ce week-end à la Meule Bleue, une course qui cette année démarrait des Sables d'Olonne pour une arrivée sous la Tour Eiffel, non pas à Paris, mais à Saint-Hilaire-de-Riez où une réplique du monument haute de 30 mètres a été installée par les organisateurs. Retour sur l'événement, Jimmy Guérin, Alix Lanos. Partis le matin des Sables d'Olonne, les meules bleues sont encore sur la route. Pendant qu'à Sion, le défilé des cabanes de plage bat son plein. L'idée de départ du Grand Prix de la Meule Bleue, lutter contre la morosité. Et au vu des mines réjouies des participants, le pari a l'air gagné. C'est l'illustration parfaite que dans une conjoncture pas toujours facile, on peut se surpasser, on peut se fédérer, on peut apprendre à se connaître différemment, en interne mais aussi en externe. Je vois beaucoup d'échanges entre les équipes et ça me fait énormément plaisir. Il y a vraiment énormément d'émotions qui se dégagent aujourd'hui sur cette histoire de 3e Grand Prix de la Meule Bleue. 13h30, les 550 chefs d'entreprise arrivent, la cape au vent et le sourire aux lèvres, sous la Tour Eiffel de Sion. La scène est surréaliste. Cinglé, déjanté, c'est d'ailleurs ici ce qu'on entend le plus pour décrire cette grande fête que les organisateurs avaient rêvée joyeuse et populaire. Et ça vaut des 15 jours de vacances. Allez, tiens, on s'aime des vidéos. Non, c'est super. C'est la première année qu'on le fait, mais on regrette de ne pas l'avoir fait avant. Là, c'est un grand moment. Un bonheur. On est prêt à recommencer tout de suite. Tout de suite, peut-être pas. Néanmoins, la rumeur qui faisait de cette 3e édition de la Meule Bleue la dernière semble bel et bien n'être qu'une rumeur, car les organisateurs pensent déjà à 2017. La fête pourrait se déplacer jusqu'au Mans, sur un célèbre circuit où les meules pourraient concourir pour les 17 heures du Mans le 17 septembre 2017. Et puis, autre événement très attendu et qui approche à grands pas, le Vendée Globe. Dans un peu moins de 45 jours, 29 skippers prendront le départ pour cette grande course autour du monde. Mais avant les Sables d'Olonne, certains concurrents se sont retrouvés ce week-end à Lorient pour le défi Azimut, l'ultime compétition de la classe IMOCA avant l'Everest des mers. L'occasion de peaufiner les derniers réglages et de se rassurer, notamment sur les foils. Et il y a de quoi, car sur le podium des 24 heures Azimut, regardez ce classement. Les 3 skippers que l'on retrouve en sont équipés. Armel Lecléache en première position, Morgan Lagravière en 2e et enfin Jérémy Bayou. Et puis toujours au chapitre sport, ce week-end a été marqué par la défaite des Herbiers en football face à Belfort. Défaite également de Châlons en basket face à Orchy. En vélo ce week-end, il y avait aussi une course contre la montre du côté de la Motte à Char. Et puis à Fontenay-le-Comte, le trail de la Renaissance a attiré près de 560 coureurs. Le résumé sport est signé Apolline Laurent. La partie avait pourtant bien démarré. Pendant les 20 premières minutes de jeu, les Herbretais qui affrontaient à domicile le club de Belfort ce samedi ont marqué 2 buts et étaient clairement à 100% dans leur match. Mais après une exclusion du défenseur Khalifa Traoré à la 32e minute, les Herbretais se retrouvent en infériorité numérique. Ils encaissent un premier but marqué contre leur camp, puis un deuxième qui égalise le score et enfin le 3e, décisif à la 79e minute. On sait que depuis le début de saison, c'est notre animation défensive qui nous rend fragiles. Là, c'est un de nos défenseurs qui met le but contre notre camp. Sur l'intervention, je ne vais pas dire bénigne, mais bon, sur une intervention qu'un défenseur doit maîtriser. Et c'est vrai qu'à partir de là, je pense que ça a tué le reste du groupe. Malheureusement, chaque intervention qu'on fait défensivement,
on a de la maladresse, on a une non-réussite et on paie cash toutes nos erreurs actuelles. Ouais. Ce week-end était également marqué par la 7e édition du contre-la-montre organisée par le Pays des Olonnes cyclistes. Les compétiteurs se sont affrontés sur des parcours allant de 6,5 à 21,4 km selon les catégories. Et c'est le champion de France amateur Johan Payot qui l'a emporté dans la catégorie senior. Il y avait aussi du rugby puisque La Roche-sur-Yon recevait Cholet ce samedi. Le match a été largement dominé par les Choletais qui concèdent finalement un match nul. Un résultat encourageant pour l'équipe lyonnaise et son entraîneur qui devront tout de même faire leurs preuves lors des prochains matchs. Et en basket, les Chalandais, eux, étaient à un cheveu de la victoire ce samedi contre Orchy. Ils se sont inclinés 85 à 86 après un match dynamique et intense. Mais malgré cette nouvelle défaite, le club affiche un visage rassurant pour le reste de la saison. On ne doit pas perdre ce match ce soir. Donc, je suis très frustré par rapport à ça. En même temps, très fier de ce que montraient mes joueurs ce soir en termes d'envie, d'intensité, de partage collectif. Il y a encore pas mal de choses à corriger. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais incontestablement, on a montré ce soir qu'on était sur la bonne voie. Enfin, pour clore ce week-end sportif de la course à pied avec le Trail de la Renaissance, il offrait aux coureurs un parcours culturel et sportif à travers la ville de Fontenay-le-Comte. Plus de 550 coureurs étaient sur la ligne de départ ce samedi pour s'élancer à l'assaut des dénivelés et des nombreux escaliers qu'offre la ville. Et puis toujours en sport, les athlètes des Jeux paralympiques 2016 sont pour la plupart maintenant rentrés de Rio. C'est le cas notamment d'Anaëlle Roulet, la nageuse de La Roche-sur-Yon qui participait pour la 2e fois aux Jeux paralympiques. Malheureusement cette année, comme en 2012, elle n'a pas réussi à décrocher de médaille. Une déception pour cette jeune sportive qui a tout de même vécu une très belle aventure. C'est ce qu'elle a expliqué à notre journaliste Aurélien Huard. C'est différent parce qu'à Londres, j'y allais pour découvrir et pour prendre de l'expérience pour 2016. Et là, c'était vraiment en 2016 pour performer et pour aller chercher une médaille, quoi. J'attendais beaucoup mieux niveau performance. Après, c'était les Jeux, quoi. Enfin, c'était énorme, l'ambiance a été ouf. Toute l'équipe de France, on était vraiment bien. C'est sûr, niveau personnel, c'est décevant, mais maintenant, il faut voir où ça a déconné pour repartir dans 4 ans à Tokyo. Et à noter qu'une autre athlète vendéenne des Jeux paralympiques est l'invitée d'Aurélien Huard ce lundi dans 85 chronos. Gladys Lemoussu a décroché le bronze en triathlon. On referme à présent cette page sport, direction le logis de Chaligny, où se déroulaient ce week-end les rencontres du patrimoine et de la création. Une manifestation culturelle qui a attiré près de 4000 visiteurs. Ébénistes, peintres, photographes, artistes plasticiens, plus d'une centaine d'artisans étaient présents pour présenter leur savoir-faire. Reportage Grégoire de Châtillon. C'est la première fois que Jean-Paul Texier expose ses réalisations ici. Depuis 30 ans, il développe son travail de création sur le végétal séché. C'est un peu un discours elliptique sur la mort. C'est-à-dire comment avec de la mort on peut retrouver la vie. Un peu plus loin, Daniel Bria, lui, est un habitué des rencontres du patrimoine et de la création. Il est l'un des 2 seuls vanniers professionnels du département en activité. Le lieu se prête vraiment à ce genre de manifestation. La présentation de mon métier dans ce cadre-là, c'est génial. Il est venu beaucoup de monde depuis hier. Des personnes intéressées, curieuses, parfois même acheteuses. Donc quoi rêver de mieux ? Quoi rêver de mieux que de présenter son travail dans le cadre enchanteur de ce logis du XVIIe siècle avec son jardin, labellisé jardin remarquable. Ça fait partie le fait de se poser sous la treille ici. J'allais dire de l'ambiance, du lieu, de pouvoir observer aussi. Moi, ce que je reproche un petit peu, si je peux m'exprimer comme ça, c'est qu'il y a trop d'exposants. Il faut dire que cette manifestation s'est fait un nom et que les créateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir y exposer. Il nous faut donc faire un comité de sélection que nous n'avions pas les autres années, l'année dernière un petit peu, mais moins rigoureux ou moins
difficile à gérer que cette année. Donc voilà, une demande d'exposants qui augmente, ce qui veut dire que la manifestation prend de l'ampleur et puis se fait connaître de plus en plus. C'est aujourd'hui une manifestation de référence sur la Vendée au niveau des métiers d'art et des métiers du patrimoine. Ce week-end, à Sainte-Pexine, le logis de Chaligny était sûrement l'une des plus belles vitrines de l'Hexagone pour ses rencontres du patrimoine et de la création. Comme chaque lundi, jetons à présent un coup d'œil sur l'agenda de la semaine avec tout d'abord ce mercredi l'ouverture du Salon nautique de La Rochelle. Le Grand Pavois, rendez-vous incontournable du calendrier nautique international. 750 bateaux seront présentés durant les 6 jours d'exposition avec cette année une thématique d'actualité. Protégeons nos océans. Vendredi, Estelle Grelier, la secrétaire d'État en charge des collectivités territoriales, est en visite ministérielle en Vendée. Une terre qu'elle connaît bien puisqu'elle est originaire du Poiret-sur-Vie. Ce vendredi, elle viendra notamment inaugurer le nouvel hôtel de ville du Château d'Olonne. Samedi, autre visite politique au programme, celle de l'ancien président et désormais candidat aux primaires de la droite, Nicolas Sarkozy. Pas de programme officiel pour le moment, mais le candidat Les Républicains devrait se rendre au Sable d'Olonne pour une réunion publique. Samedi toujours, démarrage d'Octobre Rose, le mois consacré à une grande campagne d'information sur le cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez la femme dans notre pays. Et enfin dimanche, rendez-vous sportif, le Tour de Vendée, 45e édition, prendra son départ à 11h30 de Fontenay-le-Comte pour une arrivée à La Roche-sur-Yon aux alentours de 16h. Espérons que le beau temps sera de la partie. Et le temps, justement, quelles sont les prévisions pour demain? Eh bien, c'est encore un ciel voilé qui nous attend. Les nuages s'accrochent et les températures restent stable de 14 à 21 degrés l'après-midi. Dans un instant, vous retrouverez Fanny Poirier pour les détails de ces prévisions. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition. Merci à tous de nous avoir suivis.